Bienvenue à ce talk Xebicart Infrastructure. Pour avoir une petite idée, qui était à la keynote tech entre guillemets ce matin en grand auditorium après la keynote? Ok, ça marche. Bon. Hop, pardon. Donc du coup, je me présente très rapidement, je m'appelle Alexis Chotard, vous me trouverez un petit peu partout appelé Orgix, partout sur le net, et globalement ce que je fais, je suis SRE, Site Reliability Engineer et coach DevOps chez Xebia, et donc maintenant Publicis Sapient. Moi, mes délires, c'est de tout automatiser et de faire ça proprement, et mon quotidien, c'est à peu près 30%. Pas assez fort, c'est ça. Ok. C'est à peu près 30% de développement, 40% d'opération, d'admin, et les 30% restants de training, de coaching, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Xebicart Infrastructure, de ce qu'on a fait pour la keynote. Et ça, ce sont les objectifs qu'on s'était fixés au début. Essayer d'avoir quelque chose de résilient, qui soit idéalement multi-cloud, qui soit relativement scalable, qui soit aussi automatisé que possible. On n'a à peu près pas fait de compromis du tout là-dessus. Qui soit pensé pour des choses temps réel. La voiture, vous l'avez vu, c'était piloté en temps réel, automatiquement. Et on voulait que ça soit construit relativement rapidement. On avait quand même envie de s'amuser un petit peu sur le truc. Mais on faisait quand même ça sur notre temps perso, etc. Donc on a fait certains choix par pragmatisme, on va dire. Et l'objectif, c'était quand même d'avoir quelque chose de simple, même si au final, ça n'allait pas tant que ça, puisque le besoin initial, c'était de fournir, c'était pas de fournir de l'infrastructure, c'était d'avoir une voiture qui marche. Je ne vais pas vous refaire tout le talk que j'ai fait ce matin avec le step by step, etc. Pour pas embêter les à peu près 50-60% qui étaient déjà là. Ça, c'est ce à quoi on est arrivé à la fin. On a une voiture, la voiture autonome, intelligente, etc., qui va aller publier des événements dans du RabbitMQ. Ce RabbitMQ, il va être consommé par un back-end. Ce back-end, il est en Kotlin et en Java, et il est conteneurisé. On a un front-end qui est en React, qui est fourni par du Nginx, et tout ça dans du Docker, qui va faire appel à ce back-end en HTTP, et les réponses vont être, ça va être du SSE, du Server Sent Event, qui vont nous permettre d'aller pousser les événements au front pour l'updater, entre guillemets, magiquement, sans qu'il ait à refaire des requêtes à chaque fois. Et la question, c'était comment est-ce qu'on va faire tourner tout ça? Je vous spoil un petit peu. On a globalement tout ça qui tourne sur du Kubernetes chez GCP. À la base, on voulait que ce soit multi-cloud. On va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait. On a du Helm pour nous faciliter la partie déploiement. Et pour l'exposition de services, au final, c'est du Istio. On a du Cert Manager pour la partie certificat TLS et External DNS pour la gestion des records DNS. Je vais un petit peu vite, et c'est parce qu'en fait, le suite de cette conférence va être complètement YOLO. C'est-à-dire que ce que je vous propose, c'est que plutôt que vous faire du blabla et des slides, on prenne le dépôt où on a toute l'infra as code de tout ce qu'on a fait, on regarde au fur et à mesure ce qu'on a fait, globalement. Et juste pour avoir une sorte de petit fil directeur, ça c'était les objectifs que je viens de vous énoncer, être un petit peu agnostique pour le fun, etc. On s'est fixé un objectif assez concret qui était on veut spawner un nouveau service à peu près en 3 minutes et avoir ça à peu près proprement qui tourne. Et l'idée c'était de montrer proprement ce qu'on sait faire pour pouvoir l'open sourcer. D'ailleurs, le dépôt qui contient ce que je vais vous montrer est sur le GitHub Xebia France. Parmi ça, il y avait toute la partie pratique. Parmi ces pratiques, il y a la notion d'ADR. Alors, je ne vais pas vous faire 10 minutes dessus, vous avez un lightning talk de 5 minutes tout à l'heure sur le sujet. Les ADR, les Architectural Decision Records, ça nous a pas mal servi au final. C'est l'idée de se dire les décisions qu'on va prendre, on va les entre guillemets documenter, on va documenter ces décisions et c'est des choses qui vont être relativement immuables. On va les écrire une fois et après on ne va plus forcément y toucher. Si on prend par exemple celui-là, désolé, hop, je vais juste vous fermer les autres. Hop, toc. J'ai tenté de vous mettre sur VS Code pour une fois. J'ai pas l'habitude de VS Code, vous me pardonnerez donc. Et en plus de ça, j'avais pas la bonne keymap. Hop, je disais donc, External DNS, kubectl et Helm pour cette partie, c'était de se dire on va essayer de réfléchir aux problématiques qu'on a. Par exemple, la problématique qu'on a, c'est d'aller déployer des pods, des services, etc. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on va le faire, quel outillage on va utiliser pour aller déployer tout ça plus facilement. Avec
quelles ont été les motivations derrière ce choix, etc. Toutes les options qu'on a considérées, les pour et les contre de ces différentes options, une par une, et laquelle on a choisi à la fin et pourquoi. Tout ça, vous en retrouvez un certain nombre, malheureusement pas suffisamment, sur le dépôt si vous voulez aller y jeter un œil. Mais globalement, ça va vraiment nous permettre, c'est ce qui nous a permis de manière asynchrone un petit peu sur cette partie infrastructure, de collaborer entre nous, de prendre certaines décisions de manière relativement éclairée et que les personnes qui rattrapaient un petit peu les wagons par la suite puissent savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi certaines choses. On a énormément fonctionné donc via Git, on avait des pull requests pour absolument tout, on faisait des reviews pour tout ça, et on a essayé de tout faire avec de l'infrastructure as code. Et c'est là qu'on va voir un petit peu concrètement ce que ça a donné. La première chose qu'on a décidé de faire, c'est se dire, bon, on va tout héberger avec du Kubernetes, ça c'est un fait. Ce Kubernetes, on avait décidé dans un premier temps de le mettre sur GCP, avec l'objectif de le rendre multi-cloud, ça ne l'a pas été par la suite. Mais du coup, comment est-ce que sur GCP, on va avoir notre cluster Kubernetes? C'est génial, ils ont GKE, c'est assez stable. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a tout ce qu'il faut sur Terraform pour aller créer des clusters Kubernetes. Si on regarde un petit peu, la tête que ça a côté Terraform, pardon, hop, vous avez toute une partie, vous découvrez le dépôt comme ça au passage, sur Terraform, qui va aller nous créer notre cluster Kubernetes. Est-ce que vous voyez suffisamment bien au fond ou est-ce que vous voulez que je zoome? Faites ça pour zoomer. OK. Ça veut dire zoomer. C'est bon? OK. On va pouvoir aller créer des Google Container Cluster, on va décrire différentes choses, etc. pour aller créer ce cluster. Ça, c'est top, c'est le principe de l'infra as code. Je décris ce que je veux et Terraform va aller faire les appels d'API qui vont bien sur GCP pour aller créer mon cluster. Oui, mais Terraform, on l'a utilisé de manière collaborative. Terraform de manière collaborative, ça implique quoi? Terraform, quand il va appliquer, quand il va aller vraiment spawn l'infrastructure qu'on lui demande, il va stocker un état. Et cet état, par défaut, il va le stocker localement. Vous imaginez les problématiques que ça quand on bosse à plusieurs dessus. Chacun son état chez soi, c'est pas envisageable. Ça va complètement éclater. Donc il est nécessaire de partager cet état-là. De partager cet état-là. Et ça, comment est-ce qu'on le partage? On va le partager via de l'Object Storage. En fait, GCS, c'est Google Cloud Storage. C'est l'Object Storage, l'équivalent de S3 chez GCP. Et Terraform va être capable d'aller stocker son état dans ces buckets-là. Ce qui fait que quand on applique Terraform, il va récupérer le dernier état, il fait ses modifications, il envoie le nouvel état. C'est ce qui nous permet de collaborer. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est relativement facile à configurer. Oui, mais on a dit qu'on voulait entièrement tout automatiser. Là, je suis en train de dire, pour faire ma partie Terraform, j'ai comme prérequis le fait d'avoir un bucket GCS. Et si je veux le créer automatiquement, par exemple avec Terraform, j'ai besoin d'un bucket GCS. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qui va aller le créer, ça? Ça tombe bien parce que Google ont un outil d'infrastructure as code managé. C'est-à-dire que Terraform, c'est un outil en ligne de commande. Google, eux, proposent un service, une API, pour aller faire de l'infrastructure as code. C'est quelque chose qui s'appelle Google Deployment Manager, qu'on va abréger GDM. Et en fait, cette partie GDM, c'est elle qui va aller nous créer ce bucket pour Terraform. En fait, l'avantage pour Google Deployment Manager, c'est qu'on n'a pas de prérequis à avoir. On a juste besoin d'avoir quelque part du GCP. Et l'idée, c'est de se dire, on va servir de Google Deployment Manager pour aller créer ce bucket pour Terraform, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas de prérequis de base. On arrive, on n'a rien à part peut-être un projet sur GCP, et c'est vraiment le strict minimum que vous pouvez avoir sur un compte GCP, donc c'est normal de l'avoir ça quand même, sinon vous n'avez même pas de compte. On va se dire, on prend Google Deployment Manager, on va créer notre bucket pour Terraform avec, et après, du coup, on peut servir de Terraform de manière partagée. Vous verrez globalement, voilà, on crée quelque chose qui s'appelle Terraform State Bucket, qui est un bucket sur une certaine région, etc. On active tout ce qui va bien, la partie facturation, la partie IAM pour les permissions, etc. Il n'y a rien de très intéressant là-dedans. Mais la question intéressante, par contre, c'est pourquoi ne pas s'être servi de Google Deployment Manager pour faire toute l'infrastructure as code, si justement ça permet de faire ce genre de choses. Globalement, on a trouvé que c'était assez vite limité, Google Deployment Manager. Il y a une certaine complexité pour le coup par rapport à des choses comme Terraform, et surtout, c'est pas très complet. Il y a un certain nombre de ressources sur GCP qui ne sont pas gérées par Google Deployment Manager. Ce qui est un petit peu dommage étant donné que c'est leur outil. C'est bon, on a trouvé ça beaucoup moins mature que CloudFormation, par exemple, chez AWS. Et on a rencontré un certain nombre de limitations. On se retrouve assez vite à avoir des
des problèmes de poule et d'œuf avec quand on essaye de faire cohabiter plusieurs projets. Ce qui fait que Google Deployment Manager, au final, on a fini par dire on ne va pas s'en servir vraiment pour le reste. On peut lui faire gérer des ressources GCP qu'il ne sait pas gérer de base. On peut un petit peu lui coder nous-mêmes comment aller le faire, mais justement, l'idée, ce n'était pas forcément de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est limité à cette partie avec Google Deployment Manager. Donc on a Google Deployment Manager qui fait quoi? Qui va nous bootstrapper le bucket qui va servir à stocker le state de Terraform. Et à partir de là, tout le reste, on va pouvoir le faire justement avec Terraform. Tout le reste, c'est-à-dire ce que vous avez un petit peu vu, la partie GKE, où on va lui dire j'ai besoin d'avoir un cluster et il va aller nous le créer. Un des sujets là-dessus, ça a été les nœuds du cluster. Parce qu'en gros, GKE, Google ne va pas vous facturer les masters de Kubernetes, mais c'est à vous quand même de gérer les nœuds de votre cluster. Et vous allez être facturé basé sur ces nœuds. Par défaut, si vous créez un Google Container Cluster, il va venir avec des node pools par défaut. C'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre de nœuds par défaut, avec une certaine taille par défaut, etc. Qui ne permet pas forcément d'aller faire de l'autoscaling de ces nœuds. Nous, on a envie d'avoir un nombre de nœuds qui soit adapté à la charge qu'on avait. Pour ça, on a été faire des node pools qui étaient à part. On en a un qui s'appelle main nodes, ici, où on voit qu'on a un initial count de 1, et on va aller de 1 à 5 pour la partie autoscaling, avec un certain type de machine. Donc ça, c'était déjà une chose. Et ensuite, il y a une deuxième raison pour laquelle on a besoin d'avoir des node pools. C'est parce qu'en fait, on a, à un autre endroit, d'autres node pools avec des machines un petit peu plus puissantes qui vont être capables de scaler jusqu'à 0 pour les entraînements des modèles de machine learning. Vous l'avez vu ce matin, les voitures sont pilotées automatiquement. On a besoin de faire de l'entraînement, du traitement d'images, etc. Pour qu'elles se conduisent automatiquement. Pour ça, on avait besoin de machines un peu plus grosses. Et donc on avait des node pools à part qui scalaient jusqu'à 0 pour ne pas payer ces machines pour rien quand on n'entraînait pas de modèle. On a eu une petite surprise sur quelque chose, c'est quand on n'a pas seulement eu besoin de machines plus puissantes, mais qu'on a eu besoin de machines avec des GPU. À un moment, pour la partie reinforcement learning, etc., on a eu besoin de machines avec des GPU. Et en fait, il se trouve que, surprise, toutes les régions d'une zone, toutes les zones d'une région de GCP n'ont pas de GPU disponible. Sur la zone, je vais y arriver, sur la région Europe West One, toutes les zones n'ont pas de GPU. Et en fait, notre cluster GKE, on l'a créé en mode régional, justement. Si on regarde, on a juste Europe West One, on n'a pas quelque chose de plus précis. On n'a pas Europe West One A ou B ou C, on n'a pas des zones, on a vraiment une région. Et donc en fait, GKE va essayer d'être capable de se dire, je vais être capable de lancer des nœuds dans chacune des zones de cette région. Ce qui pose problème quand on crée des node pools avec des GPU et que toutes les zones n'ont pas de GPU. Globalement, vous avez perdu. Donc il y a deux choix dans ces cas-là. Soit avoir un cluster GKE qui soit certes régional, mais qui soit sur une région où toutes les zones ont des GPU. Comme ça, vous n'avez pas le problème. Et l'autre option, c'est de ne pas faire de cluster régional, mais faire un cluster avec juste certaines zones d'une région qui ont des GPU. Pour cette raison, au final, on avait décidé sur cette partie-là, qui arrivait assez tard dans le projet, de la gérer à part avec Cloud AI et avec des services à part sur la partie GCP. Mais donc ça a été une petite surprise parce que du coup ça veut dire que si on doit complètement changer la manière dont en fait sont gérés les masters GKE, là, ils sont pour les rendre zonaux et non plus régionaux, on est en train de dire qu'il faut complètement recréer le cluster, etc. Alors c'est quelque chose qui est complètement faisable, on est content, on l'a automatisé, etc. Mais c'est quand même un petit peu une certaine énergie de se dire on va spawner un nouveau cluster, on va tout basculer dessus, on va supprimer l'ancien, etc. On est vraiment en train de parler de changer tout le cluster, étant donné que GKE, c'est sur ces régions ou sur ces zones qu'il va aller mettre ses masters. Et à la base, on l'avait créé en régional pour la simple et bonne raison qu'on voulait quelque chose de hautement disponible, on voulait qu'il ait des masters dans chaque zone et pas avoir à se poser de questions. On a eu la surprise de devoir se poser la question. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de GPU dans toutes les zones de GCP. Ensuite, on avait ce cluster Kubernetes et pour les déploiements, on a eu besoin à un moment de Helm. On a eu besoin de Helm, on va voir un petit peu pourquoi. C'était pour déployer la partie RabbitMQ. On a eu besoin Helm, pour information, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller templater des manifestes Kubernetes. On va créer des manifestes Kubernetes pour aller déployer
sur un cluster Kubernetes certaines choses, des services, des deployments, etc. Mais des fois, ces choses-là, on a envie de pouvoir les templater, de pouvoir les variabiliser, de pouvoir faire des choses un peu plus intelligentes dessus, de pouvoir aller faire varier, par exemple, le nombre d'instances qu'on veut en fonction de l'environnement qu'on est en train de déployer. Ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que Helm va nous permettre. Et Helm a l'avantage de venir avec un certain nombre de ce qu'ils appellent des charts, de templates déjà préfaits. Par exemple, pour la partie RabbitMQ, vous avez déjà un certain nombre de charts qui existent et qui vous permettent globalement de dire Helm install RabbitMQ, et vous avez un RabbitMQ distribué, bien configuré, etc. globalement sur votre cluster. Ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé. Si on regarde un petit peu sur la partie Kubernetes, donc on a du RabbitMQ, on va avoir certaines valeurs. On va dire que on veut 2 instances de notre RabbitMQ, on veut au fait le labeller comme ça, et on va pouvoir directement aller le configurer, aller configurer ses plugins, etc. Pour information, les passewords des compagnies ici sont ceux de test, hein, c'est pas ceux qu'on utilise pour de vrai. Voilà, ça va nous permettre de faire ce genre de choses, d'aller configurer vraiment notre application, en l'occurrence RabbitMQ, de manière un peu plus globale, directement avec au niveau des manifestes Kubernetes. Le petit truc, c'est que Helm a besoin d'un composant, il commence à ne plus en avoir besoin, il a besoin d'un composant qui s'appelle Tiller. Tiller qui va tourner sur votre cluster Kubernetes, et en fait votre command line Helm, quand vous faites un Helm install RabbitMQ, va aller parler à ce composant, et c'est ce composant qui va s'occuper d'aller déployer sur votre cluster tout un tas de choses. Et c'est chouette, et ça, par défaut, Helm, ils vous disent, c'est simple, pour l'installer, tu fais Helm init. Et Helm va aller parler à Kubernetes pour lui dire de spawner ce composant, qui sera utilisé par la suite. Le truc, c'est que Helm init, par défaut, fait des choses pas forcément géniales. Typiquement, le tiller en question, il vous en spawn une seule instance. Si elle tombe, vous pouvez plus rien déployer. C'est quand même un petit peu gênant. Donc pour ça, on a au final en fait généré pour le déploiement du RabbitMQ, on a généré un petit peu les charts, etc. Qu'il fallait pour aller le déployer. Je vais vous le retrouver, voilà, Helm, typiquement, le deployment, etc. qu'on a là, ça c'est ce qui va lui permettre d'aller déployer justement la partie tiller. On va lui dire justement quelle image aller déployer, etc. Tout ça, ça peut paraître pénible à écrire, mais en fait, on ne l'a pas vraiment écrit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre petit Helm init, ça a lancé le tiller, ça l'a déployé, etc. Et en fait, Kubernetes, vous allez avoir certaines commandes à kubectl pour aller décrire les ressources qui tournent sur votre cluster. Du coup, on a fait quoi? On a décrit ce qu'il faisait tourner. On a décrit le deployment de tiller qu'il faisait tourner. Et cette description, en plus, c'est génial, kubectl nous permet de l'avoir en YAML. Ce qui fait qu'on a juste en fait à lui dire, tiens, ce que tu viens d'initialiser et de lancer là, kubectl, on va lui dire, décris-le-moi en YAML, on prend ce YAML, on le met dans un fichier, on augmente le nombre de réplicas et on a gagné globalement. Et surtout, ça permet maintenant que ça soit déployable naturellement, entre guillemets, via kubectl comme n'importe quel manifeste Kubernetes. On n'a pas besoin de Helm init, de ce genre de choses, pour aller déployer tiller. Et on a eu quelques petites choses à configurer côté justement autorisation, côté autorisation, le RBAC, l'autorisation par rôle, pour qu'il puisse tourner correctement. Et Helm donc nous a servi à aller lancer notre RabbitMQ. C'était super parce qu'on n'a au final pas eu grand chose à faire à part configurer les values du chart RabbitMQ. On a quand même eu quelques surprises, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça serait un petit peu trop long sinon. On peut en parler après si vous voulez. On a quelqu'un qui s'appelle José, Martin Sanchez, qui a beaucoup bossé dessus. Voilà. Pour ce qui est des applications, je vous l'ai dit, le back à la base, on voulait le faire en Go, et finalement non. Finalement, on l'a fait en Java et en Kotlin. Le front, c'est du React. Et il y a la question de conteneuriser tout ça. Et la question de conteneuriser tout ça, qui peut paraître relativement banale. On va cette fois pas aller sur Xebicart Infra, mais on va aller voir par exemple la partie Xebicart State API, qui est la partie back-end qui a été utilisée ce matin. Et si on regarde, globalement, on a un Dockerfile relativement banal, mais pas forcément tant que ça. On a fait pour le coup du multistage Dockerfile. Si on regarde, on a plusieurs from. On a une première partie là qui va vraiment aller builder notre application, qui va aller builder notre jar. Et si on regarde d'ailleurs, les steps sont ordonnés de manière à pouvoir profiter du cache un maximum. D'abord, on regarde ce qu'on a comme dépendance, ensuite on installe juste les dépendances, et ensuite on copie nos sources et on build l'application. Ce qui fait que tant qu'on ne change pas les dépendances,
On n'a pas à les réinstaller, à les télécharger, ça nous permet de gagner du temps, d'avoir une CI qui tourne plus rapidement, etc. Et de payer moins cher parce qu'on est sur Circle CI, qui maintenant est facturé à l'usage. Et dans une deuxième partie, on va faire un autre from et on va aller récupérer en fait cet artefact-là, le jar qu'on a buildé dans la première étape, pour aller juste le lancer. Et c'est ça notre image finale. Notre image finale, on part juste de l'image officielle, PunchJDK 11. On copie notre jar dedans. On n'a pas tout notre outillage de build, etc. On l'a pas avec. On a un petit peu le minimum pour faire ça. C'est relativement simple et aussi optimisé que possible. Pour ce qui est du dashboard, on a eu une toute petite particularité sur la partie comment est-ce que Nginx va aller servir ça. Parce qu'en fait, on a vu qu'on faisait du React. On a vu qu'on faisait du React, on fait une SPA, une Single Page Application. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de SSR, on ne va pas faire de server-side rendering. C'est vraiment tout le JS qui va être render dans notre browser. Pourquoi on a fait ce choix? Parce qu'en général, on fait du SSR pour avoir vraiment, pour que les moteurs de recherche soient capables d'aller indexer les choses correctement. On n'a pas grand-chose à faire du fait que Google puisse indexer le dashboard de la keynote ce matin, par exemple. Donc on a vraiment fait une SPA là-dessus. Le truc, c'est comment est-ce qu'on va servir ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? On a eu juste une toute petite particularité qui a été de dire, par défaut, si tu ne trouves pas un fichier, tu vas dans le index.html. Parce qu'en fait, si on va sur le dashboard, hop, ici, vous remarquerez peut-être ou pas pour ceux qui sont loin, qu'on a vraiment une URL entre guillemets normale. D'habitude, les choses qui font des SPA vont avoir une petite particularité, c'est ce qu'on appelle le hash-based routing. Vous allez avoir un petit dièse quelque part dans votre URL et votre framework de front va vous afficher la page qui va bien en fonction de ce qu'il y aura après ce dièse-là. Mais du coup, ça fait que quand vous faites la requête au serveur qui va vous servir les fichiers statiques de votre site, en l'occurrence notre Nginx, vous demandez toujours le index.html, vous avez votre JS et après le JS va faire ce qu'il doit faire. Là, on n'a pas ce hash-based routing. Si on va sur la partie, par exemple, future, raté, j'ai pas de connexion, désolé. Ici, vous avez le dashboard du futur. Le fait est qu'on n'a pas de fichier qui s'appelle future, en fait, dans notre front. On n'a pas ce fichier-là. Et pourtant, le Nginx doit quand même être capable de répondre. Donc en fait, c'est pour ça qu'on lui dit que par défaut d'aller chercher l'index.html quand il ne trouve pas quelque chose. Ça nous permet, quand on a directement un lien vers une URL et qu'on ouvre nouvellement, de tomber sur l'index.html, d'avoir la partie React qui se load et d'avoir la bonne page qui se charge. On n'en a pas besoin juste pour faire la navigation si on part entre guillemets de la home page, mais quand on arrive directement dessus depuis un lien, c'est nécessaire. Ça méritait d'être mentionné parce que souvent c'est quand même une mauvaise pratique de se dire on va mettre une configuration un peu custom pour du Nginx qui a quand même que à servir des fichiers statiques, même pattern que tout à l'heure, multi-siège Dockerfile, on ne sert vraiment que le nécessaire, les fichiers statiques. Donc ça c'était pour la partie application. Ensuite tout ça il a fallu les exposer. À la base on s'est dit qu'on allait les exposer avec des load balancers sur GCP naturellement. Ce qui ressemble à quelque chose comme ceci, où on a sur la partie infrastructure en fait une application qu'on a appelée Smoke Test App. C'est une application qui nous sert à être exposée via tous les moyens possibles, etc. C'est une application qu'on considère fait partie de l'infrastructure, qui nous permet de valider qu'elle fonctionne bien, que les fonctionnalités primaires de notre cluster marchent bien. Et par exemple, on pourrait envisager d'avoir, à la base on envisageait d'avoir ce genre de choses, un service, voilà, et tout ça, ça va aller créer quoi? Ça va aller créer des load balancers layer 4, TCP, sur GCP. Et GCP va nous envoyer le trafic. Le truc, c'est que ça coûte très vite cher d'en avoir un par service, un par environnement, etc. On a plein d'outillages qui est exposé. Donc, on va le voir, on a fini par arrêter de faire ça. Il y avait la deuxième possibilité qui était de fonctionner avec des ingress, juste des ingress qui, sur GKE par défaut, vont créer des load balancers managés par GCP là encore, mais des load balancers managés qui travaillent layer 7 directement à HTTP, pas du layer 4. Mais même problématique. C'est pour ça qu'au final, on a fini par se pencher sur Istio. Istio qui fait du service mesh. Donc l'idée, c'est qu'Istio, en très résumé, juste pour la partie exposition, va avoir une ingress gateway quelque part, un load balancer un peu intelligent, qui va aller automatiquement connaître ses backends, savoir quoi exposer en fonction des labels qu'on va mettre sur nos différents services. On va voir un petit peu comment on fait ça. Mais ce qui est plutôt chouette, c'est qu'en fait, la partie Istio, comment on la setup,
eh ben, en fait, on la setup en disant on veut activer Istio. Bon, alors c'est les parties bizarreries de Terraform, on lui a plutôt dit on ne veut pas le disable, mais globalement, les composants d'Istio, tout ce qui sera mixeur, pilote, etc., on n'a pas eu à les configurer nous-mêmes, ça vient built-in entre guillemets dans GKE, on a juste à l'activer. Et on a Istio et on peut s'en servir. Si on regarde, pour s'en servir pour notre smoke test app, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va juste pouvoir dire ça au final. On a une nouvelle notion, on a un nouveau type d'objet Kubernetes qui s'appelle Virtual Service. Et on va pouvoir dire, bah, en fait, je veux exposer tout ce qui va être mes smoke tests qui sont ailleurs, on le voit juste après. Et je veux juste les exposer, que ça réponde sur smoke.istio.xebic.art à travers cette gateway. Et cette gateway, c'est une gateway Istio qui est créée, qu'on a créée ailleurs, il n'y a rien de très intéressant là-dessus. Mais ça, c'est plutôt chouette, ça nous permet d'aller vraiment configurer Istio dynamiquement, en fait, pour exposer nos applications. Vous vous rappelez ce qu'on disait en préambule, hein, on veut pouvoir déployer une application en moins de 3 minutes, globalement, c'est le genre de choses que ça nous permet. Avec ça, vous exposez une application. Sur un de notre deployment, on a cette partie-là où on lui dit globalement quelque chose de très classique, hein, on veut telle image déployée tant de fois, et on a cette partie-là qui va dire expose-la. Donc voilà pour cette partie Istio. Je ne vais pas vous montrer le détail. Je pourrais vous montrer sur la partie GKE, etc. Ça prendra un peu trop de temps. Si vous êtes curieux là-dessus, je peux vous en parler plus en détail après. Toujours est-il que du coup, c'est comme ça qu'on fait l'exposition de nos services. Et on va passer directement à la partie setup DNS, puisque vous avez vu là dans le fichier que je viens de montrer qu'on a un petit smoke.istio.xebic.art. Et ça, ben on aimerait bien qu'il y ait un record DNS à un moment qui pointe sur la Ingress Gateway, qui pointe sur ce load balancer un peu intelligent d'Istio. Vous remarquerez au passage que oui, on a le tld.art, on a xebic.art. Voilà, on a trouvé ça chouette. Et ce qui nous permet d'avoir ça, en fait, c'est quelque chose qui s'appelle External DNS. External DNS, c'est un petit projet qui fait partie des projets par les Special Interest Groups de Kubernetes et qui va vous permettre, en fait, basé sur des informations, je vais vous montrer directement, basé sur des informations comme celle-là, au final, d'aller automatiquement créer des records DNS pointant vers tout ça. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ça sait gérer un certain nombre de, voilà, ici, de providers DNS. Ça sait gérer Google Cloud DNS et Route 53 chez AWS en stable. Ça en gère plein d'autres de manière plus ou moins stable. Mais en fait, c'est assez cool parce que ça veut dire que dans notre optique de faire du multi-cloud, on aurait été capable d'aller créer des records DNS à peu près n'importe où. Pour pointer vers nos services, avec au final un seul outil. On n'a rien à faire à part le setup. Le setup, quant à lui, il est relativement simple, hein, external DNS, on va le déployer. On voit que c'est quelque chose qui à la base est fait par Zalando. Et on va juste lui dire, bon au fait, je veux que tu sois capable de m'exposer toutes ces différentes sources, les services, les ingress, les choses de Istio Gateway, etc. Tu vas utiliser comme fournisseur de DNS Google, ça sera sur ce projet-là. C'est pas top, c'est hardcodé, on aurait aimé ça plus le templater après. Et tu vas aller me synchroniser tout ça, ce qui veut dire qu'il y a des records DNS dans la zone qui ne sont pas gérés par lui, il va aller les supprimer. Mais globalement, on a toute la configuration DNS à peu près automagique grâce à ça. On n'a pas à s'en soucier à part à dire, au fait, je veux que ça soit exposé sur tel endroit. Je pourrais vous parler de plein d'autres choses, hein, la partie CI/CD, la partie Helm, etc., comment on s'en sert. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux ou faire en tout cas différemment. On aurait pu utiliser Customize pour aller templater plutôt nos manifestes. On aurait pu faire plus de choses autour du Istio. Il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé. Sur le côté outillage, typiquement comment on déploie la partie MLflow, comment est-ce qu'on déploie la partie Prometheus, Grafana, etc. J'aurais de quoi vous en parler pendant des heures. J'ai choisi de vous parler des choses les plus basiques qu'on rencontre en tombant sur le dépôt de notre infrastructure. J'arrive au bout de mon temps. Merci beaucoup.